Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler ouvrage, mais surtout on va parler ouvrage d'histoire médiévale. Donc j'espère que cela va vous aiguiller et va vous intéresser. On va commencer par ce qu'on appelle la catégorie un peu des outils. Ensuite on va passer par des ouvrages un peu plus spécifiques, mais ça sera surtout des auteurs que je vais vous présenter dans cette catégorie-là avant toute chose. Donc pour commencer au niveau des outils, on a... très indispensable si vous êtes étudiant en histoire, que ce soit en histoire médiévale, antique, contemporaine, etc. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, ce sont les manuels. Les profs vont vous conseiller soit d'investir, soit de louer à la bibliothèque des manuels, enfin d'emprunter plutôt. Donc là, moi, c'est le Moyen-Âge en Orient, Byzance et Islam, et sachez que vous en avez d'autres en antique, en médiéval occidental et en moderne et contempo. Donc, les manuels, en fait, c'est un petit peu la base de l'étudiant, c'est un petit peu, on va dire, les cours en version peut-être plus, on va dire, plus light, plus général. Honnêtement, le manuel, si vous avez besoin, on va dire, d'en apprendre davantage sur un sujet précis, sans vraiment, on va dire, vouloir chercher dans sans s'embêter à chercher dans des auteurs que vous ne connaissez pas et tout ça, franchement, allez déjà vers un manuel, ça peut grave vous aider peut-être sur les thématiques, et aussi vous avez les bibliographies à la fin qui pourront éventuellement vous aiguiller si vous avez besoin de quelque chose de plus précis. Donc les manuels, clairement, si vous êtes étudiant en histoire médiévale et même en histoire tout court, ça peut énormément vous aider parce qu'honnêtement, alors j'ai bien conscience qu'on va pas tous lire un chapitre toutes les semaines quand on a cours, mais quand vous préparez vos partiels un peu en avance, ça peut éventuellement être un bon complément de cours, surtout si vous avez beaucoup de mal à prendre des prises de notes, ça peut être extrêmement utile, et surtout ça peut vous apporter une connaissance que vous n'avez peut-être pas en cours ou qui sera peut-être pas suffisante. Un autre outil, là ça va être plus pour les médiévistes, alors on va vous conseiller des outils comme des dictionnaires style Le Petit Moure ou des choses comme ça, ok, pas de souci. Mais quand vous êtes médiéviste, on va dire là, The Bible, ça va être le vocabulaire historique du Moyen-Âge de François-Olivier Toiti aux éditions Les Indes Savantes. Si vous arrivez à mettre la main dessus honnêtement, surtout en occasion, parce que vous allez le retrouver aussi beaucoup en occasion, n'hésitez pas à investir dedans parce que ça vous donne, on va dire, le vocabulaire vraiment de base du médiéviste. Honnêtement, moi, quand j'ai investi dedans, ça m'a sauvé la vie. Honnêtement, ça m'a sauvé la vie, surtout pour des termes un peu particuliers, c'est-à-dire le ban, le servage. Vous retrouvez même la peste. Alors la peste, petite parenthèse, ça peut être la peste noire, mais ça peut être aussi autre chose. Vous avez des termes sur la chevalerie, le haume, la côte de maille, ce genre de trucs. Vous avez énormément de vocabulaire de base du médiéviste, et honnêtement, investissez dedans. Franchement, si vous pouvez, investissez dedans. Empruntez-le si vous le pouvez les premiers temps. Mais sachez que c'est un ouvrage qui vous sera très utile tout au long de vos études en histoire médiévale. Donc, honnêtement, investissez dedans. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est investissez dedans. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Et quand je l'ai trouvé, honnêtement, j'ai pas réfléchi. J'étais avec des copines. Pour la petite anecdote, j'étais avec 2 copines. On était à Gibert pour voir les ouvrages. Et je leur ai dit, les filles, moi je le prends parce que clairement, pour moi, c'était inespéré d'en trouver un. Il était en bon état. Maintenant, il est en beaucoup moins bon état parce que le pauvre, il a vécu. Il m'a suivi quasiment de presque ma fin de licence jusqu'à mon master et même encore maintenant. Donc clairement, le Toiti. Investissez dedans, ne réfléchissez pas trop si vous aimez l'histoire médiévale, que vous comptez faire des études dedans, ça sera toujours une base pour vous, ça sera toujours, on va dire, une référence pour vous. Donc honnêtement, ne réfléchissez pas sans cet temps, investissez dedans. Ensuite, là je ne les ai pas parce que je ne sais clairement pas où elles sont passées, alors je ne sais pas si elles se sont perdues au cours d'un déménagement ou si elles se sont égarées d'ici. Ce sont les 100 fiches 2, donc c'est les 100 fiches de l'histoire, donc vous avez histoire grecque, bon, antique, égyptienne, romaine, vous avez Moyen-Âge classique, bon, Moyen-Âge occidental, vous avez aussi Moyen-Âge byzantin et islam, vous avez époque moderne, vous avez certains 19e siècle et 20e siècle. Donc c'est les 100 fiches 2, je vous mettrai une photo à l'écran pour les médiévistes. Honnêtement, ça m'a sauvé la vie ces trucs. Je les ai achetés en première année. Je crois que c'est le meilleur investissement en matière d'ouvrage que j'ai fait dans mes études avec le Toiti. Honnêtement, c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des fiches qui abordent des sujets
très spécifiques qu'on peut aborder en cours, qui sont abordés en cours clairement, mais peut-être pas de façon si pointue que par exemple dans les 100 fiches. Vous avez la chevalerie, vous avez quoi d'autre? Vous avez la peste noire, vous avez le servage, vous avez aussi un peu une partie un peu art, vous avez tout un tas de choses. Là, je peux pas vous les citer tous de tête parce que concrètement, je les ai pas. Vous avez aussi la lèpre aussi, pour ceux que ça intéresse, et les maladies, on va dire de façon générale. Ça, c'était plutôt pour mon penchant à moi. Mais sachez que, honnêtement, c'est un petit peu, on va dire, un Graal. Si vous avez la chance de pouvoir soit investir dedans en neuf, soit de les emprunter, soit de les avoir d'occasion, réfléchissez pas trop, achetez-les, parce que si vous êtes étudiant en histoire médiévale ou même en histoire tout court, que vous avez beaucoup de mal avec ça, avec certains points abordés en cours ou que contrairement vous n'avez pas compris, clairement ça va vous aider. Clairement, c'est un outil qui est quasi indispensable. Franchement, moi je sais que c'est vraiment l'outil que je ne regrette pas d'avoir acheté et que je vais réinvestir dedans petit à petit dans toute la collection pour l'avoir. Je crois que ça existe aussi dans d'autres matières, mais en histoire concrètement, si vous avez du mal avec certaines choses, allez-y, foncez dedans. Niveau des collections, les que sais-je. Honnêtement, les que sais-je, vous en trouvez en histoire, mais vous en trouvez dans d'autres matières, géographie, sociaux, tout ça, vous en trouvez. Les que sais-je, honnêtement, c'est un outil. Alors, je le mets un peu dans la catégorie à la fois outils et ouvrages, mais c'est globalement une collection qui va énormément vous aider. Ils sont pas très chers, ils sont à 9 €. Et si vous pouvez pas les acheter soit neufs, soit d'occasion, vous les avez sur le site de Kern également, qui est accessible par l'ENT si vous êtes étudiant et qui est accessible à tout le monde. Le truc, c'est qu'il faut payer derrière. Si vous n'êtes pas étudiant, il faut payer. C'est ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais ça peut se comprendre. C'est vraiment, on va dire, des ouvrages qui sont très ciblés au niveau des thématiques, mais qui sont, alors ça peut être des thématiques générales, vous avez par exemple histoire de l'Espagne, vous avez histoire du Japon, vous avez des thématiques à la fois très générales et très pointues. Moi, celui que j'ai, c'est la peste noire, c'est pour ça que vous avez une espèce de tête de mort là, style un peu Pirates des Caraïbes, parce que moi, c'était clairement mon sujet d'étude, mais sachez que vous en avez d'autres, vous avez par exemple sur les mythologies ou des choses comme ça. Donc clairement, si vous pouvez, investissez dans des que sais-je qui vous seront utiles. Et surtout, si vous en avez besoin, empruntez-les. C'est vraiment une très très bonne collection. Les profs vont vous les conseiller. Et vous avez très rarement, alors peut-être pas en deuxième année, troisième année de licence, mais en première année, c'est sûr qu'ils vont vous conseiller d'investir dans des que sais-je ou de les emprunter parce que clairement, ça vous fait une base. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour, on va dire, les ouvrages de base. Autre ouvrage de base, mais qui sera peut-être, qui sera très utile pour comprendre un petit peu certains mécanismes. Je vous conseille très fortement, si vous voulez être en histoire, surtout en histoire médiévale, moderne et contempo, de vous faire une petite culture générale en matière de religion. Concrètement, il faut avoir le courage de lire soit la Bible, soit le Coran, soit les deux. Pourquoi je vous donne ce conseil-là? Parce que concrètement, vous ne pouvez pas faire d'histoire médiévale, moderne, contemporaine sans avoir un peu une connaissance de base là-dessus. Beaucoup, on va dire, laissent tomber cet aspect. Moi, personnellement, non, je ne l'ai pas fait. Je me suis enquillée la Bible, honnêtement. Et la Bible, c'est un cale-porte, on va pas se mentir. La Bible, c'est vraiment très épais. J'ai même eu des cours sur la Bible en lettres modernes, parce que j'ai fait une année d'être moderne. Donc, clairement, si vous devez travailler en histoire, alors je parle pas en histoire antique. En histoire antique, c'est vraiment les religions propres, on va dire, aux civilisations que vous étudiez. Donc ça, c'est très particulier. Mais en médiéval, moderne, contempo, vous devez avoir ne serait-ce qu'une très vague idée, ou même une idée assez synthétique des 3 grandes religions de ces époques-là. C'est-à-dire, comme je vous disais, le christianisme. Alors, christianisme, j'englobe tout. Ça va être orthodoxe, ça va être protestantisme, ça va être catholicisme, ça va être ces 3-là. L'islam et le judaïsme, donc c'est-à-dire la Torah, l'Ancien Testament si vous préférez. Vous ne pouvez pas faire d'histoire sans avoir une certaine connaissance de ça. Pour moi, c'est un non-sens de faire histoire si on n'a pas une connaissance ou si on ne se fait pas une connaissance là-dessus. C'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Donc, si vous êtes passionné d'histoire ou étudiant en histoire, prenez votre courage à deux mains et essayez au moins de les lire. J'ai bien conscience que tout le monde n'a pas ce courage et que tout le monde n'a pas envie en fait, mais ça vous permet de connaître un peu les mentalités, les tenants et les aboutissants de certaines choses. On ne peut pas, on ne peut pas faire, on va dire, d'histoire sans avoir au préalable cette connaissance. Pourquoi? Parce que ça devient très handicapant au bout d'un moment. Donc,
clairement, je vous conseille de le faire, même si c'est pas quelque chose qui vous attire, faites-le. Honnêtement, faites-le. Une autre chose qui pourra vous aider, et moi je l'ai vu parce que ça m'a énormément, ça m'a énormément, on va dire, un peu, on va dire, desservi, c'est essayer de vous mettre aussi petit à petit au latin. Donc, c'est-à-dire, vous avez des cours de latin dans les universités. Alors là, je m'éloigne un petit peu des ouvrages, mais vous êtes obligés de toute façon. Le latin, de toute façon, c'est une langue que si vous faites du haut Moyen-Âge jusqu'au, on va dire, 14e siècle, vous avez beaucoup d'ouvrages en latin. Clairement, essayez de vous forcer de temps en temps à en faire. Là, je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment obligé, parce qu'honnêtement, ça va être très compliqué. Moi, je l'ai vu, si j'avais pas eu de l'aide, ça peut être très compliqué. Autre chose qui peut vous aider également, c'est essayer d'investir dans des méthodologies pour l'ancien français. L'ancien français, honnêtement, c'est surtout valable pour le 14e, 15e siècle, et même un peu après, mais l'ancien français va vous permettre de vous familiariser avec la façon d'écrire et de parler de ces époques-là. Donc là, je ferme la parenthèse sur les langues, mais sachez que c'est vraiment quasi indispensable. Si vous travaillez surtout en histoire médiévale ou en histoire moderne, parce que l'ancien français, on le retrouve dans l'histoire moderne, mais aussi un peu le latin. Donc franchement, essayez ne serait-ce que de vous aider là, avec ces outils-là, ça peut quand même vous être utile. Donc ça peut être aussi des outils au même titre que les ouvrages. Ensuite, pour tout ce qui est ouvrage un peu spécifique, et là on va plutôt parler auteur. En médiéval, je vais insister très lourdement sur ces auteurs-là parce que pour moi c'est la base de la base. En médiéval, c'est clairement, vous avez en premier lieu, s'il y a des ouvrages que je vous conseille de lire, et pourtant ils ne sont pas suffisamment mis en avant dans les cursus, enfin moi je sais que c'était pas forcément mis en avant pour moi, c'est les Marc Bloch. Les Marc Bloch, si vous pouvez lire soit les Rois thaumaturges, soit d'autres ouvrages de Marc Bloch, clairement essayez de vous forcer un petit peu à les lire. C'est extrêmement bien écrit. Marc Bloch avait un style d'écriture quand même qui était très, on va dire, facile à lire et surtout très agréable. Après, c'est spécifique, on est bien d'accord, c'est spécifique. Ça peut paraître parfois un peu indigeste à cause des détails ou des choses comme ça. C'est vrai, on va pas se mentir, c'est totalement vrai. Mais c'est un auteur, je trouve, qui est trop peu mis en avant dans les bibliographies, et c'est extrêmement dommage parce que c'est un auteur qui est passionnant, je trouve, dans sa façon d'écrire, dans sa façon d'expliquer, je trouve qu'il a quelque chose de passionnant. Il a peut-être ce petit truc qui peut manquer à certains auteurs d'histoire médiévale, mais honnêtement, même si ces livres sont des colportes, je peux vous dire que c'est vraiment des ouvrages où quand on les a lus, on a quand même une petite base pour parler de certains sujets. Ensuite, on va parler un peu de sujets qui fâchent. Le Georges Duby. Alors, Georges Duby, j'ai bien conscience que c'est la plus grosse appréhension, je crois, de l'étudiant en histoire médiévale, et peut-être aussi des passionnés d'histoire médiévale. Mais honnêtement, quand vous avez lu un Georges Duby, je peux vous dire que vous êtes soulagé, vous vous êtes dit, j'ai lu un Duby, maintenant je peux mourir en paix. Vous pouvez clairement, vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez clairement vous dire que quand vous l'avez lu, c'est bon, vous êtes tranquille. Mais vous ne pouvez pas y échapper. Les Duby, surtout quand vous travaillez sur les sociétés à proprement parler médiévales, clairement vous ne pouvez pas y échapper. C'est un des historiens les plus mis en avant dans les cours, mais aussi dans d'autres disciplines. C'est vraiment un des auteurs sur lequel on ne peut pas y échapper. L'ouvrage que je vous présente, c'est les sociétés chevaleresques, hommes et structures au Moyen-Âge. Donc là, c'est le tome 1, mais je crois qu'il y a un tome 2 aussi. Donc Georges Duby, clairement, il a travaillé sur tout ce qui est... Donc là, j'ai un petit peu sur son truc. Il a travaillé vraiment sur tout ce qui est... alors là, moi, je vois l'Europe au Moyen-Âge, je vois Seigneurs et paysans. Donc ça, c'est la suite de celui-ci. Donc il a travaillé sur tout ce qui est, on va dire, sociétal, clairement. Donc honnêtement, si vous êtes passionné d'histoire médiévale ou étudiant, c'est un ouvrage, c'est un auteur plutôt auquel vous ne pourrez pas échapper. Clairement, les profs ont parfaitement conscience que les Duby, beaucoup d'étudiants ne les lisent pas. Très clairement, je pense qu'ils en ont parfaitement conscience, mais ils vont vous les conseiller quand même, surtout quand vous allez travailler sur des aspects de société, sur les villes, sur les campagnes, là c'est sur par exemple la chevalerie, sur toutes ces choses-là, ils vont vous conseiller de les lire. Pourquoi? Parce que c'est la base en fait de l'étudiant ou du passionné en histoire, c'est la base. Vous pouvez pas vous y soustraire. Alors c'est quand même pas facile à digérer les Duby, et franchement, je sais de quoi je parle parce que je les ai lus. Au bout d'un moment, ça peut paraître un peu lourd, mais sachez que ça vous apporte des précisions que des fois, on ne soupçonne pas.
Donc franchement, lisez-les les Duby. C'est vraiment, je vous donne un conseil, c'est lisez les Duby et lisez les Jacques Le Goff. Là, j'ai Civilisation de l'Occident médiéval. Clairement, le Jacques Le Goff, c'est pareil, c'est un livre qui est assez générique, qui est assez général, mais ça reste, on va dire, un auteur qui doit être lu quand vous êtes soit passionné, soit étudiant. Clairement, ça fait partie des ouvrages auxquels on ne peut pas échapper, et ce sont, on va dire, les deux référents sur lesquels on va très lourdement insister quand vous allez faire soit des études, soit que vous allez commencer à vous intéresser à ces questions-là. Ça fait clairement partie des auteurs auxquels on ne peut pas échapper. Si on arrive à y échapper, j'ai envie de dire tant mieux, hein, mais moi je vous conseille pas de les mettre de côté. Ça va être très très pénible à lire, ça va être parfois très dur à comprendre, comme ça peut ne pas l'être, tout dépend des gens, mais c'est vraiment, si vous êtes étudiant en histoire et que vous regardez cette vidéo, prenez votre courage à deux mains. C'est un peu comme pour lire la Bible ou le Coran, c'est pareil. Prenez votre courage à deux mains et lisez ces deux-là. Une fois que vous les avez lus, une fois que vous les avez bien digérés, que vous avez bien assimilés, vous pouvez vous dire, je suis tranquille, j'ai lu le Duby et le Goff, c'est bon. C'est bon, ne me parlez plus, on va dire, de ces deux-là jusqu'au prochain siècle. Ensuite, un ouvrage. Alors là, ça va être un peu plus spécifique parce que j'ai bien conscience que les cours, des fois, ne sont pas toujours axés sur ça. Enfin, vous allez avoir des cours, on va dire, sur le sujet, peut-être en première année, et encore, je pense que ça dépend des endroits. Mais concrètement, si vous deviez avoir un livre de référence pour le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire là, Antiquité tardive, c'est-à-dire 5e, 9e, voire un peu plus, on peut déborder sur le 10e, c'est clairement le Stéphane Le Goff, Les origines franques. Donc c'est dans la collection La nouvelle histoire de la France médiévale, donc là c'est le tome 1, dans les éditions Le Point, si je me souviens bien plutôt. Oui, c'est doit être Le Point, si je me souviens bien ce que ça fait. Non, édition du Seuil, donc voilà. Donc c'est la collection Le Point Histoire plutôt. Donc celui-là, clairement, c'est un des ouvrages. Quand je l'ai lu en cours en première année, que j'ai pas pu le terminer aussi vite que j'aurais voulu, je l'ai racheté derrière parce que je voulais absolument le terminer, mais je l'ai quand même relu en entier pour me remettre bien on va dire, les notions en tête. C'est un ouvrage en fait que j'ai beaucoup aimé quand j'étais en licence, surtout quand on travaillait sur les questions du Haut Moyen-Âge. Alors le Haut Moyen-Âge, c'est vraiment, on va dire, la frontière de l'Antiquité tardive au moment où, on va dire, le christianisme s'installe, jusqu'au pas trop loin de l'époque des croisades, voire quasiment à Charlemagne. À Charlemagne. Donc clairement, c'est vraiment un ouvrage, si vous voulez un peu plus pousser un petit peu plus les connaissances sur le Haut Moyen-Âge, je vous conseille vraiment le Stéphane Le Bec parce que il est vraiment très complet. Pour avoir rencontré l'auteur, humainement, il est fantastique déjà. Bon, ça je le souligne, c'est très personnel, mais humainement, il est fantastique et son ouvrage est vraiment un ouvrage qui, pour moi, a été un plaisir à lire. Et je pense que si vous aimez clairement la période du Haut Moyen-Âge, ça pourra être également un plaisir pour vous parce qu'il est extrêmement bien expliqué, il est très bien écrit, il est facile à assimiler. Par exemple, vous avez des chapitres avec par exemple sur les rois, sur tout ce qu'ils ont fait et tout ça. Il y a des anecdotes aussi, enfin il y a pas mal de choses, vous voyez. Il y a par exemple, je prends l'exemple de la première partie, vous avez les Francs et le tropisme méditerranéen plutôt. Les Francs et le tropisme méridional, je suis désolée, je fatigue beaucoup. 481-613. Vous avez par exemple Clovis, les héritiers de Clovis et l'unité de la Gaule. Vous avez dans un long 6e siècle le poids des vieilles structures. Enfin, vous avez tout un tas de thématiques. Tout un tas de thématiques en fait qui sont très bien détaillées, très bien expliquées, et je vous encourage très fortement, ne serait-ce que pour la culture générale, à le lire parce qu'il est vraiment très 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 intéressant. Ensuite, bon, j'ai pas forcément d'autres ouvrages à vous conseiller de façon générale. Si vous avez si vous êtes un peu intéressé par des biographies, il y a le Talendier qui propose des biographies assez intéressantes. Là, c'est Aliénor d'Aquitaine de Philippe Delorme, voilà, je vais y arriver, et qui est très intéressante, honnêtement. Philippe Delorme passe des fois dans l'émission Secret Histoire, c'est comme ça que j'ai connu l'ouvrage. Franchement, l'ouvrage est très intéressant, il raconte quasiment tout en détail de la vie d'Aliénor d'Aquitaine, et même de façon un peu plus détaillée. C'est vraiment, je trouve une collection assez intéressante.
Vraiment, si vous en avez envie, allez-y. C'est vraiment, enfin, c'est un éditeur, pas une collection. C'est vraiment, vraiment assez intéressant. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mes petits conseils, on va dire mes petites astuces en fait pour les passionnés, si vous êtes passionné ou étudiant en histoire, vous aura intéressé, vous aura plu. J'ai bien conscience que c'est très axé sur le médiéval, mais je suis médiéviste de base, donc bien sûr que ce sera axé là-dessus, mais sachez que par exemple, dans les que sais-je ou dans les manuels ou même dans les sans fiches, vous avez également des thématiques sur l'Antiquité, la moderne et la contempo. Hein. C'est pas propre, on va dire, au médiéval. Donc clairement, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est investissez dans des bons manuels et dans des bons outils. Enfin, manuels et outils, dans certaines catégories, c'est la même chose. Mais investissez là-dedans parce qu'honnêtement, ça va vous sauver la vie, surtout si vous êtes étudiant ou si vous êtes un passionné. Honnêtement, alors peut-être pas les manuels vont intéresser les passionnés, j'ai bien conscience, mais ça vaut toujours le coup si vous êtes étudiant ou si vous avez une période historique que vous appréciez beaucoup, d'avoir toujours un manuel avec soi parce que honnêtement, ça peut vous sauver la vie, clairement. Moi, je sais que même en master, je me suis encore servi des manuels parce que j'avais pas, par exemple, j'avais pas forcément, on va dire, de connaissances poussées, par exemple, sur Irène II d'Île Athénienne, par exemple, qui a fait, soi-disant, en passant, crever les yeux de son fils pour pouvoir régner. Donc voilà, oui, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet, c'est la merde de l'année, quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, moi ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage beaucoup dans mon travail et surtout ça me permet de vous proposer des contenus qui peuvent être plus pointus, peut-être plus intéressants pour certaines personnes. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!